salatu salam ala rasulillah. Dans un premier temps, permettez-moi tout d'abord de remercier les premières instances administratives, scientifiques et pédagogiques de l'École normale supérieure de Ouergla, de remercier également mes collègues pour leur présence et enfin nos étudiants PEM 4 et PES 5 si je ne me trompe pas. Bien, donc lorsque j'ai discuté avec le premier responsable administratif, en l'occurrence le Dr Chaib et le Dr Farhad Salem, on avait convenu justement d'essayer de vous présenter tout ce qui est en rapport avec le pré-projet. Certains l'appellent l'avant-projet, ça dépend. Soit c'est le pré-projet, soit c'est l'avant-projet de votre mémoire, et ensuite de nous intéresser plus spécialement à l'aspect technique, c'est-à-dire que formellement, comment est-ce qu'il doit être présenté. Bien, à un certain moment, lors de la soutenance, vous allez devoir aussi utiliser le PowerPoint. Sauf que le PowerPoint, vous devez savoir l'utiliser correctement. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait un certain équilibre au niveau de votre diaporama, au niveau de chaque diapositive. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de texte. Et puis, une chose importante et qui est essentielle, lorsque vous utilisez le PowerPoint, il n'est pas là pour remplacer tout simplement vos feuilles, non? En fait, un PowerPoint, il doit motiver suffisamment votre assistance pour qu'elle puisse vous écouter. Le seul problème, c'est que très souvent, nos étudiants, ils ont tendance à écrire beaucoup de textes sur chaque diapositive. Et en écrivant trop de textes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui étaient en train de vous écouter en tant qu'auditoire, ils vont se transformer en lecteurs. C'est pour cela que finalement, vous devez utiliser un peu le principe du bout à bout, c'est-à-dire que c'est vous qui allez distribuer l'information au fur et à mesure, pas d'animation. L'animation, elle doit être sobre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer tout simplement sur le bouton de mon clavier, une information, elle va surgir comme cela, ça vous donnera le temps de la réflexion. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que très souvent, qu'est-ce que j'utilise? Au niveau de mon diaporama, dans chacune de mes diapositives, j'ai deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'élément linguistique, c'est-à-dire j'ai du texte. Et puis le deuxième élément, c'est l'élément iconique. L'icône, c'est-à-dire un certain nombre d'images. Ces images qui vont servir à la fois pour illustration et comme étant un exemple. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater ici, j'ai une première image. À votre avis, qu'est-ce qu'elle représente? C'est un célèbre tableau de peinture. Que fait le personnage? Fait le personnage. Bon, c'est vrai, c'est difficile de voir. Mais qu'est-ce qu'il est en train de voir justement? En fait, ce personnage est en train de se mirer dans une surface. Il y a de l'eau. Et puis il est en train de se regarder. En vérité, c'est le complexe de Narcisse. Vous voyez, c'est Narcisse qui est en train de se regarder. Et c'est un peu la subjectivité. Pour quelle raison? Parce que lorsque vous êtes face à un miroir, qu'est-ce qu'il vous renvoie? Le miroir, il vous renvoie tout simplement votre propre image. Mais lorsque je parle de l'image, il ne s'agit pas de l'image extérieure, c'est-à-dire de l'enveloppe, non. En vérité, ce qui nous intéresse, c'est l'intériorité, c'est l'intimité, c'est-à-dire quelle est votre véritable personnalité. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est en anglais, donc ne travaillez pas de manière dure, mais travaillez de manière intelligente. Et pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous devez savoir que il y a une complémentarité entre le texte et l'image. L'image, elle ne doit pas être redondante. Elle doit compléter, elle doit illustrer tout simplement ce que je vais dire par rapport à mon texte. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un certain nombre de personnages, un certain nombre de caractères, et ce que vous constatez, c'est que chacun est en train de pousser un gros bloc de pierre. Le seul personnage qui est intéressant finalement, c'est celui-là. Pour quelle raison? Parce qu'il a travaillé de manière intelligente. Il sait que pour faire avancer facilement ce bloc de pierre, il va donner cette forme arrondie. Pourquoi cette forme arrondie? Pourquoi la forme de la sphère? Eh bien, parce que tout simplement, il a été capable de s'adapter aux exigences, c'est-à-dire au contexte dans lequel il est en train de travailler. On lui a demandé de pousser ce bloc. Et il s'est dit, je vais essayer de le pousser facilement en faisant un véritable travail de performance, mais avec très peu d'énergie dépensée. Mais c'est pour cela qu'il a donné cette forme-là. Et ici, vous le constatez, c'est le travail antérieur, c'est-à-dire il a dû tailler, et bien entendu pour tailler, il a utilisé un instrument. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour vous, avant de rédiger votre mémoire, vous avez besoin d'entamer ce qu'on appelle une recherche documentaire, vous voyez? Donc, c'est la recherche documentaire, c'est la documentation que vous allez collecter, que vous allez dépouiller et que vous allez interpréter qui va donner davantage de rigueur scientifique à
notre travail. Donc ici, c'était tout simplement une illustration. Bien, une chose aussi que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous entamez un travail, vous devez lui donner un titre, vous voyez? Et généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à écrire le titre de manière linéaire. C'est-à-dire que je reviens à la ligne, je vais commencer à une nouvelle ligne parce que tout simplement, je n'ai plus de place à la fin de la première ligne. Non. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un titre, il s'organise au niveau de titre. J'ai un titre principal, premier niveau, par exemple avec une taille de police de 14 ou de 16. Ensuite, je vais à un deuxième niveau, je vais à un troisième niveau et ainsi de suite. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que c'est le phénomène de l'entonnoir. Je vais du très très général vers en fait le très particulier. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je réduis la taille de police, cela signifie que je précise davantage mon champ d'intervention ou mon champ de réflexion. Donc ici, vous le constatez, il s'agit tout simplement du pré-projet. Remarquez, j'aurais pu écrire pré-projet de mémoire sur la même ligne, mais pour vous montrer l'articulation tout simplement de ma réflexion, encore une fois, j'ai préféré l'organiser au niveau. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler du pré-projet. Certains, je vous l'ai dit, ils utilisent le terme d'avant-projet. Et vous savez que pré, c'est un préfixe qui signifie justement avant. La seule différence, c'est que pré-projet, c'est beaucoup plus la terminologie qu'utilisent les Français. Avant-projet, c'est aussi celle que nous utilisons en tant qu'Algériens. Je ne sais pas, en tant qu'Algériens, nous avons une certaine tendance, par exemple, là où les Français utilisent le déterminant indéfini D, D-E-S, les Algériens utilisent tout simplement le de, D-E, bien que ça n'a pas tout simplement la même valeur sémantique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne s'agit pas de n'importe quel pré-projet. J'ai articulé ma pensée, il s'agit du pré-projet de mémoire. Bien, vous allez me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça nous apprend? Écoutez, à chaque fois que vous avez affaire à un texte, il y a 3 éléments dont vous devez absolument tenir compte. Le premier élément, il concerne tout simplement le genre d'écrit. C'est-à-dire, finalement, c'est un écrit universitaire. Mais quel écrit? Ici, il s'agit du mémoire. Il ne s'agit pas de la thèse. Il ne s'agit pas, par exemple, d'un compte-rendu. Il ne s'agit pas d'une note de lecture. Donc, le premier élément, c'est de se dire, voilà, à quel genre d'écrit est-ce que j'ai affaire? Le deuxième élément, c'est que, bien entendu, chaque fois que nous avons un écrit, cela signifie qu'il y a un ensemble d'idées qui sont développées. Donc, il y a un discours qui est produit. Donc, je vais tout simplement procéder à l'analyse élémentaire de ce discours. Et le troisième élément, quel est-il? C'est ce qu'on appelle les intentions de l'auteur. Donc, vous voyez, dans n'importe quel écrit, vous vous interrogez sur le genre auquel il appartient. Ensuite, vous vous intéressez à la manière dont le discours il se donne, comment est-ce qu'il est développé, et puis finalement, quelles sont les intentions de l'auteur. Bien, et à propos d'intention, cela correspond tout simplement à ce qu'on appelle le projet d'écriture. À chaque fois, vous avez une intention. J'ai l'intention de rédiger mon mémoire de master, par exemple, ou de licence, et finalement, je dois esquisser mon projet, c'est-à-dire avoir une sorte de plan premier. Donc, encore une fois, il faut avoir à l'esprit qu'un mémoire est un genre d'écrit universitaire spécifique qui obéit à un certain nombre de règles. Bien, mais que vais-je faire à propos de ce mémoire? Et là, vous avez un autre niveau, et vous le constatez, là aussi, j'ai évité d'écrire sur la même ligne pour que vous soyez capable de voir l'articulation. D'un seul élément, il s'agit tout simplement de maîtriser son écrit universitaire grâce à un exercice de réflexion. Mais, par quoi est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé par un verbe à l'infinitif. Et c'est ce que vous devez absolument faire à chaque fois, c'est une règle en français, à chaque fois que vous voulez exprimer ou rendre compte d'un objectif, vous utilisez un verbe à l'infinitif. Et dans la mesure du possible, ce sera un verbe d'action. Vous voyez, dans la mesure du possible, un verbe d'action. Donc, à chaque fois que vous commencez par un verbe à l'infinitif, je sais quelque part que c'est mon objectif. Donc, à travers, j'allais dire, ces discussions relatives au pré-projet de mémoire, qu'est-ce qui m'intéresse en particulier? Ce qui m'intéresse, c'est justement d'être capable de maîtriser. On peut dire maîtriser l'écrit universitaire. Non, j'ai utilisé un adjectif possessif et là, j'ai utilisé le ranger. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque fois que vous commencez à écrire, à chaque fois que vous faites de la lecture, il doit y avoir un phénomène d'appropriation ou de réappropriation. Vous voyez? Pour quelle raison? Parce que c'est une intériorisation. Quand est-ce que je peux m'exprimer? Si seulement si auparavant, j'ai antérieurement intériorisé. Si je n'ai pas intériorisé, c'est-à-dire traité
une somme d'informations que j'ai stockées dans mon cerveau, je ne peux pas l'exprimer. Parce que exprimer, qu'est-ce que cela signifie? Vous retrouvez le préfixe ex qui veut dire faire sortir de. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que pour faire sortir de, vous avez besoin d'exercer une pression, qui est une force, sauf qu'ici, il s'agit tout simplement d'une force mentale, expression. Donc, il faudra qu'il y ait une appropriation, c'est pour cela qu'on a utilisé l'adjectif possessif, c'est vous, c'est votre écrit. Donc, maîtrisez quoi? Son écrit. J'aurais pu dire, par exemple, son écriture. Non, parce que l'écrit ici, c'est tout simplement le résultat de mon action. Sauf qu'il ne s'agit pas de n'importe quel écrit. J'ai dû le qualifier. On pourrait parler, par exemple, d'un écrit littéraire, d'un écrit journalistique, d'un écrit politique, d'un écrit religieux. Non, je suis dans une sphère spéciale. C'est celui de l'université. Donc, c'est l'écrit universitaire. Voyez? Donc, maîtriser l'écrit universitaire. Mais, que veut dire le verbe maîtriser en français? Maîtriser en français a donné tout simplement maître. Vous voyez? Et généralement, qu'est-ce qu'un maître? C'est un maestro. C'est-à-dire celui qui dirige, c'est le chef d'orchestre. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle maître? Parce qu'il maîtrise son art. Et que veut dire maîtriser au sens propre du terme? Cela signifie tenir en main. Tenir entre ses mains, mais tenir solidement la chose. Vous voyez, c'est ça, quelqu'un qui maîtrise. Donc, maîtriser son écrit universitaire, mais je dois me donner les moyens. Et c'est pour cela qu'on a utilisé grâce à. Grâce à, c'est l'outil, c'est l'instrument que je vais pouvoir utiliser. Mais grâce à quoi? Grâce à un exercice. Un exercice de quoi? Un exercice de réflexion. Et puis, quelle est la première sorte de réflexion qu'a connue l'humanité à travers son histoire? C'est la philosophie. Pour quelle raison? Parce que la philosophie et la science ont un point commun, c'est qu'elles réfléchissent, elles n'inventent rien. La technologie invente, la science, elle n'invente pas, elle réfléchit. Et lorsqu'on réfléchit, c'est-à-dire que vous avez un objet préalablement, vous réfléchissez, vous lui envoyez un rayon de lumière, et ce rayon de lumière, il rencontre l'obstacle il vous le renvoie. C'est pour cela que le terme de réflexion, c'est d'abord un terme de physique, n'est-ce pas? Par rapport, par exemple, à la lumière. C'est un exercice. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il doit y avoir un entraînement systématique. Donc là aussi, pour votre mémoire, pour votre pré-projet, vous devez vous donner un objectif. Vous voyez, un objectif en particulier. Bien. Mais, le seul problème, c'est que finalement, quelque part, nous sommes victimes d'une triple insécurité. Nous sommes mal à l'aise. Nous manquons d'assurance. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce malaise? Parce que premièrement, il y a une insécurité linguistique. Qu'est-ce qu'une insécurité linguistique? Eh bien, finalement, je me dis, la langue, je ne la maîtrise pas parfaitement. On ne vous demande pas de maîtriser la langue parfaitement, c'est faux. On vous demande de la maîtriser, d'en avoir une maîtrise passable. Qu'est-ce qu'une maîtrise passable? C'est acceptable. Vous voyez, c'est acceptable. Donc, premièrement, je ressens une certaine insécurité linguistique parce que je ne maîtrise pas suffisamment ma langue. Et lorsque je dis ma langue, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de ma langue maternelle, il s'agit de ma langue de travail. Et en l'occurrence, notre langue de travail aujourd'hui, c'est le français. Et vous allez me dire, et après? Non, c'est important. Avant de commencer à réfléchir, posez-vous la question de savoir quelle est votre langue de travail. Puisque c'est le français, cela signifie que tout ce qui sera à gauche, c'est mon point de départ, tout ce qui sera à droite est mon point d'arrivée. Vous voyez? C'est aussi la manière avec laquelle vous allez tout simplement lire tout ce qui est illustration ou image. Vous voyez, si vous vous comportez en arabophone, non. Pour un arabophone ou un arabisant, il va commencer par le côté droit. Vous voyez, donc cela signifie que nous n'avons pas tout à fait les mêmes manières d'interpréter. Donc une insécurité linguistique, et puis ce qui va de soi, c'est une certaine forme d'insécurité scripturale. Et vous savez que scriptural, ça a donné script, qui veut dire l'écriture, écrire. Puisque je sens que je ne maîtrise pas suffisamment la langue, eh bien, j'ai peur de m'asseoir à mon bureau et de commencer à écrire. C'est pour cela que, à l'oral, les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Vous leur demandez de rédiger, il n'y a plus personne. Vous voyez, cela va ensemble. Donc, une certaine forme d'insécurité linguistique, scripturale et forcément méthodologique aussi. Et qu'est-ce que la méthodologie? Méthodo, littéralement, cela signifie tout simplement le chemin que je vais suivre pour arriver à tel ou tel endroit. Et c'est pour cela que, pourquoi est-ce qu'on s'est donné un objectif?
lorsque vous décidez de voyager, vous êtes en un lieu, n'est-ce pas? C'est votre point de départ, mais vous avez besoin d'un point d'arrivée qui est votre destination. Et se poser la question de la destination, c'est déjà savoir préalablement où je vais. Parce que si vous ne vous donnez pas une destination, finalement, vous allez arriver partout, et parce que vous arrivez partout, vous n'arrivez nulle part. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez tourné en rond, vous n'avez que stagné. Bien. Et cette triple insécurité, eh bien, comment est-ce que je peux y remédier? Tout simplement parce que je vais posséder un certain nombre de compétences. Eh bien, sachez-le, les compétences, ce sont des aptitudes que nous possédons tous à des degrés différents. Nous avons tous des compétences. La seule chose qui fait la différence entre nous, c'est la performance. Vous voyez, c'est-à-dire le résultat auquel on peut aboutir grâce tout simplement à nos compétences. Lorsque vous avez des athlètes, des sportifs, lorsqu'ils vous disent, écoutez, j'ai fait un 100 mètres en 9 secondes, un autre, il en fera 12 secondes, ils ont les mêmes compétences, c'est-à-dire cette faculté de courir. Mais est-ce qu'ils ont réalisé les mêmes résultats? Non, c'est exactement la même chose. Du moment que vous êtes ici à l'ENS, vous avez les compétences de base nécessaires. Le seul problème, est-ce que vous savez les utiliser correctement ou pas? Bien, par rapport à ces compétences, c'est pour cela qu'il y a un point d'interrogation. Et vous voyez, ce point d'interrogation, la sémiotique, elle est importante, elle est fondamentale. Je l'ai enfermé dans un rectangle. Mais le problème, ou ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce fameux triangle, il a des ouvertures. C'est un encadré. Et encadré me donne le cadre. Et qu'est-ce que le cadre? Généralement, c'est un cadre institutionnel. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il s'agit d'un écrit universitaire. Et par conséquent, la forme que va avoir cet écrit, en fait, elle obéit à un certain nombre de règles. Nombre de règles qui ont été instaurées par la pensée et la réflexion universitaire. C'est pour cela que dans une certaine mesure, vous êtes obligé de respecter les contraintes, ce qui est beaucoup plus difficile. Je m'explique. Lorsque vous demandez, par exemple, à un romancier de vous écrire un roman, il a la possibilité de le faire en 5 pages, de le faire en 50 pages, de le faire en 500 pages et de le faire en 1000 pages. Mais finalement, le travail le plus difficile, est-ce que c'est celui qui va écrire 1000 pages ou celui qui va écrire 5? 5. Pourquoi? Parce que c'est du concentré. C'est du concentré. Et c'est ça qui est le plus difficile. Écoutez, l'être humain est l'éternel feignant. Et puisqu'il est l'éternel feignant, il a inventé tout simplement l'économie de la langue, l'économie du langage. Dire beaucoup de choses, mais en très peu de mots. Une chose que vous devez savoir également, c'est que le lecteur, c'est un grand feignant. C'est un paresseux. Et par conséquent, vous devez lui donner tous les moyens pour qu'il puisse faire aboutir sa lecture. Parce qu'à un certain moment, s'il ne comprend pas, et à chaque fois, il est obligé de consulter un dictionnaire et vous dit, bon, j'en ai marre, moi, j'arrête là. Et autre chose aussi que vous devez savoir, un texte, c'est un combattant. Et la particularité d'un combattant, c'est de faire de la résistance. Donc un texte, il résiste. Il résiste à quoi? À toutes les interprétations que vous pourriez en faire. Et c'est pour cela que c'est à vous de fournir l'effort nécessaire pour le faire parler. Bien. Pourquoi est-ce que vous lisez? Pourquoi est-ce que vous lisez? Répondez à la question. Pourquoi vous lisez? Mais avant. Non, comprendre, c'est d'abord dégager. Dégager ce que dit le texte. Bien. Mais est-ce que comprendre suffit? Non, je suis obligé d'interpréter. Et que signifie interpréter? Si comprendre, c'est dégager ce que dit le texte. Interpréter, c'est quoi? C'est dégager ce que me dit le texte. Vous voyez, ce qu'il me dit. Tant que vous essayez de le comprendre, c'est juste par rapport à ce qu'il dit littéralement. Mais lorsque vous essayez de l'interpréter, c'est ce qu'il vous dit à vous. Donc il y a une part de subjectivité qui va tout simplement intervenir. Bien. Dans un premier temps, bien entendu, nous avons affaire à j'allais dire tout simplement, à une compétence de communication, et puis par la suite à une compétence d'expression, c'est-à-dire que vous devez équilibrer entre l'expression et la communication. Qu'est-ce que la communication? Que veut dire communiquer? Oui, mais vous ne m'avez rien expliqué. Communiquer, qu'est-ce que vous retrouvez? Commun.
Mais enlevez le suffixe et puis arrêtez-vous ici. Vous avez comme et un. Comme un. Voyez, vous le partagez, il est unique, comme un. Comme un, vous voyez, comme un. Pour quelle raison? Parce que c'est vrai, le com que vous retrouvez sous forme de C-O-N, C-O-M, C-O et C-U-M, qui vient du latin cum qui veut dire avec. Vous voyez? Donc, lorsque c'est en commun, c'est parce que tout simplement, vous avez quelque chose en partage. Mais lorsque vous communiquez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la communication? Non, il faut avoir beaucoup d'imagination. La communication, c'est quoi? C'est tout simplement la maîtrise de quoi? C'est la maîtrise de l'espace. Parce qu'à chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la distance qui vous sépare l'un de l'autre. Vous voyez, c'est pour cela qu'on parle d'une véritable maîtrise de l'espace. Je réduis la distance. Et qu'est-ce qu'une distance? C'est un espace qui nous sépare. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous utilisons la technologie. Hein, une certaine époque, il y avait juste le courrier postal. Ensuite, il y a eu le fameux téléx, il y a eu le fax. Et puis, à l'heure actuelle, je suis ici, je peux parler en direct avec quelqu'un sur n'importe quel point du globe. Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la distance qui vous sépare. C'est cela la communication. Mais, à l'université, nous sommes supposés faire deux choses. Nous sommes supposés faire de la communication et de la transmission. Steinbeck ou Sternberg, je ne sais plus lequel des deux, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoutez, on ne fait plus de transmission à l'université, ce qui est regrettable parce que nous avons perdu cette compétence. Est-ce qu'on fait de la communication? On nous dit non. Certains enseignants font de la communication. La grande majorité a perdu également cette faculté qui consiste justement à maîtriser cet espace. Donc, si la communication, c'est la maîtrise de l'espace, qu'est-ce que la transmission? Que veut dire transmettre? N'oubliez pas que trans veut dire faire passer d'un lieu à un autre. Et alors, transmettre. Qu'est-ce que nous transmettons? Nous transmettons généralement un certain nombre de connaissances ou alors des traditions, n'est-ce pas? Et lorsqu'on transmet, cela signifie que nous allons laisser quelque chose à la génération qui va venir. Donc, c'est une question de temps, si on parle de génération. Et donc, qu'est-ce que la transmission? La transmission, c'est tout simplement la domestication du temps, être capable de domestiquer le temps. Nous l'avons domestiqué. Comme nous avons affaire à des animaux domestiques. Donc ici, vous devez faire preuve d'une double compétence, à la fois qui concerne l'expression et la communication. Bien, et à ce titre, forger des concepts, c'est fabriquer des idées qui éliminent le flou enrobant les opinions. C'est créer des outils de pensée. C'est-à-dire que pour réfléchir correctement, vous avez besoin de concepts, vous avez besoin de notions, vous avez besoin de termes. S'il n'y a pas de concept, qu'est-ce qui se passe? Vous allez produire du discours. Mais rappelez-vous ce que nous disent les spécialistes, en l'absence de concept, tout discours scientifique n'est que du bavardage. Ce n'est que du bavardage. Vous bavardez pour ne rien dire. Vous voyez? Donc c'est pour cela que vous avez besoin de forger tout simplement des concepts. Concept qui est beaucoup plus précis que notion. Notion est un terme générique. Concept parce qu'il nous renvoie à conception, c'est-à-dire une représentation, à une schématisation de la chose. Bien. Si on vous demande ce qu'est une idée, vous le savez, n'est-ce pas? Mais si on vous demande d'expliquer ce qu'est une idée, c'est un peu plus difficile. Vous le savez intuitivement. Mais qu'est-ce qu'une idée? C'est une petite lumière dans la pénombre, dans les ténèbres. C'est une flamme qui peut grandir davantage. Bien, qu'est-ce qu'une pensée? Là aussi, vous savez ce qu'est une pensée. Mais si on vous demande de l'expliquer, c'est difficile. Et finalement, nous avons cette équation. Lorsqu'une première idée rencontre une deuxième idée, quel est le résultat? C'est une pensée. Le résultat d'une pensée, c'est un jugement. Et la formulation du jugement, c'est une proposition. Première idée plus deuxième idée me donne pensée. Le résultat de ma pensée, c'est un jugement. Et qu'est-ce qu'un jugement? C'est une opinion. Bien, maintenant, je veux formuler ce jugement. Sous quelle forme est-ce que je le donne? Sous la forme d'une proposition. Vous voyez? C'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, le pré-projet du mémoire, et là, je vais vous donner une illustration. Donc,
Nous avons par exemple notre objectif, et tout à l'heure je vous l'avais expliqué. S'il vous plaît, là aussi c'est une règle. Vous avez un pré-projet, vous avez un mémoire. Donc forcément, il n'y a qu'une seule problématique, il n'y a qu'un seul objectif. Tout est au singulier. Tout est au singulier, mais nous savons que pour concrétiser la chose, pour le singulier, c'est difficile. C'est pour cela que je suis obligé, par exemple, de découper mon objectif principal en sous-objectifs. Mais réellement, puisque c'est un thème, c'est un sujet, c'est une problématique, c'est une question de recherche et c'est un objectif. Le pluriel, c'est juste tout simplement pour les besoins de l'analyse. Donc, quel est notre objectif ici? Penser. Je dis penser à. Je n'ai pas dit penser. Parce qu'il y a une différence entre penser à un thème et penser un thème. Traiter un thème et traiter du thème, ce n'est pas la même chose. Donc, penser à un thème et le développer suivant des étapes précises à respecter. Voyez? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord une première étape qui concerne la réflexion. Tout à l'heure, nous l'avons dit, c'est la recherche documentaire. Ensuite, la deuxième étape qui consiste à développer. Et qu'est-ce que développer? C'est donner davantage d'informations. Mais attention, penser et développer, mais quelle est ma méthode? En suivant. Et lorsque vous suivez, est-ce que vous n'êtes pas en train de parcourir un chemin? Et nous l'avons dit tout à l'heure, qu'est-ce que le chemin? C'est tout simplement la méthodologie. Donc la méthodologie, c'est l'ensemble des méthodes, ce sont les techniques, c'est le chemin le plus court qui va me permettre d'arriver à destination. Donc, mais en suivant quoi? Des étapes. Attention, ces étapes, elles sont précises. Mais une exigence, vous devez les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, ça ne donnera pas de résultat. Bien, quelle est la première étape dans cet ordre-là? C'est d'abord de penser à votre intitulé, qu'on appelle généralement le titre. Bon, même si intitulé et titré, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous le constatez, j'ai utilisé la parenthèse. Et j'ai mis entre parenthèses sujet. Quelle est la fonction d'une parenthèse? Une parenthèse, c'est un complément d'information. Sauf que ce que vous mettez entre parenthèses est facultatif. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire. À la rigueur, je peux enlever la parenthèse et le sens ne sera pas changé. Mais supposez maintenant que Dr. Cheb, au lieu d'utiliser la parenthèse, il met cela entre deux tirets. Un premier tiret et un deuxième tiret. Quelle est la différence? Oui, avec les tirets, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, si vous avez mis 10 tirets, ça veut dire que vous ne pouvez pas enlever tout simplement la phrase ou le segment de phrase que vous avez mis parce qu'il complète obligatoirement le premier intitulé. Ici, qu'est-ce que vous avez? Là aussi, c'est par rapport au traitement de texte. Ici, comment est-ce qu'on l'appelle? Ce n'est pas un tiret. Ce n'est pas un tiret. En fait, ce qu'on appelle habituellement des tirets, vous en avez trois. Vous avez un très petit tiret, c'est ce qu'on appelle le trait d'union pour les mots composés. Il est petit. Ensuite, vous avez un autre qui est moyen, un peu plus petit que celui-ci. Vous avez celui-là. Donc, vous avez le trait d'union. Ensuite, vous avez celui qu'on utilise à la place des parenthèses, celui qu'on appelle le semi-quadratin. Et enfin, vous avez le quadratin. Okay, ça, c'est par rapport au traitement de texte. Donc, l'intitulé du sud. Ensuite, le champ de recherche, le constat, la problématique. Et là, vous le constatez à chaque fois que j'appuie, il y a une information qui vient. Parce que si je vous donne en bloc, je vous l'ai dit, vous allez commencer à lire et vous ne me prêterez plus votre attention. En fait, c'est moi qui vous manipule. C'est moi qui contrôle votre attention. Voyez, je peux même revenir en arrière. Donc, l'hypothèse, l'objectif de la recherche, la méthodologie employée. Et tout ce que vous constatez, c'est quoi? Chacun des termes, chacun des mots, chacune des expressions est au singulier. Non seulement elle est au singulier, mais à chaque fois, vous pouvez le voir, on a utilisé un déterminant défini. J'aurais pu dire un intitulé, un champ, un constat, une problématique. Non. Quelle est la différence entre le déterminant défini et indéfini? Indéfini, vous êtes toujours dans l'inconnu. Le défini, vous le connaissez déjà, mais c'est une généralisation. Parce que quelle différence y a-t-il entre le singulier et le pluriel?
À chaque fois que vous utilisez le singulier, vous êtes dans l'absoluté, c'est l'absolu. Qu'est-ce que l'absolu? Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte spatio-temporel précis. L'absoluté, eh bien, parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. C'est une situation idéale. En didactique, dans la réalité de terrain, est-ce que nous avons affaire à un enseignant, à un apprenant? Non, nous avons des enseignants, nous avons des apprenants. Mais on ne peut pas expliquer tout simplement la situation cas par cas. C'est pour cela que nous sommes obligés de procéder à une généralisation, à une situation idéale. Et donc nous disons un enseignant, c'est l'enseignant modèle, un apprenant, c'est l'apprenant modèle. D'accord? Et un programme, c'est le programme modèle. Alors que lorsque vous passez au pluriel, vous relativisez. Donc, vous êtes obligé de préciser le contexte spatio-temporel. Donc, je fais rapidement parce que nous allons reprendre cela. Ensuite, les références indicatives. Donc, finalement, c'est sous cette forme-là et dans cet ordre que vous allez me présenter les différentes étapes. Exemple pratique. Et tout d'abord, je vous donne une indication qui va vous servir. Je n'ai pas dit le thème, parce que je ne veux pas généraliser, je dis un thème parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'un thème? Un thème est un sujet. Et là, vous me dites, vous ne nous apprenez absolument rien. Bien, un thème est un sujet, mais de quoi? De discussion. Nous allons discuter. Plus ou moins précis, plus ou moins délimité. Bien. Qu'est-ce qu'un thème et qu'est-ce qu'un sujet? Vous savez, le discours scientifique, il utilise également ce qu'on appelle la métaphore. C'est une sorte de langage fleuri. Et c'est grâce à la métaphore, grâce à une certaine image, qu'on peut comprendre la chose. Bien, pour comprendre la différence qu'il y a entre le thème et le sujet, même si certains considèrent que le thème c'est exactement la même chose que le sujet, d'autres ils nous disent non, le sujet il est contenu dans le thème, d'autres spécialistes c'est l'inverse, ça dépend à quelle école est-ce que vous appartenez, ils disent que c'est le thème qui est dans le sujet. Pour nous, et ça n'engage que notre responsabilité. Qu'est-ce qu'un thème? Le thème c'est votre assiette parabolique, c'est la parabole. Pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'un sujet? Le sujet, c'est l'orientation que je vais donner tout simplement à ma parabole. D'accord? C'est-à-dire que j'ai l'assiette, mais j'ai différents bouquets. Hotbird, Nilsat, tout ce que vous voulez. Astra. Je vais l'orienter selon Hotbird. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que le sujet? C'est l'orientation particulière et précise de mon thème. Pourquoi plus ou moins délimité? Plus ou moins délimité parce que vous êtes en train de travailler dans un contexte. Supposez par exemple que le mémoire, vous devez le rédiger en quelques mois, ce n'est pas en quelques années. Donc ça, c'est un paramètre duquel vous devez tenir compte. Avant d'écrire, avant de rédiger un mémoire, il y a 3 éléments là aussi qu'il faut toujours avoir à l'esprit. 3 grands critères. Le premier critère, c'est la faisabilité en termes de temps. Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour faire ce travail? Pour quelle raison? Parce que tout simplement, c'est en fonction du temps que j'ai que je vais creuser telle ou telle profondeur. Si je n'ai qu'un mois, je ne pourrai creuser que 50 cm. Si j'ai 2 ou 3 mois, je pourrais aller par exemple à 80 et ainsi de suite. Donc la faisabilité en termes de temps. Le deuxième critère, c'est la faisabilité en termes de documents. Est-ce que j'ai suffisamment de documents pour pouvoir entamer mon travail? Vous allez me dire, mais que vais-je faire de ces documents? C'est grâce aux documents tout simplement que vous allez donner cette rigueur scientifique à votre travail. Pour quelle raison est-ce que vous avez besoin de documents? Parce que vous êtes des étudiants, parce que tout simplement vous avez un certain statut et ce statut possède une certaine reconnaissance. Même si vous dites certaines choses pertinentes, on vous en demandera la preuve parce que vous êtes étudiant. Je suis professeur. Il y aura moins d'exigences, mais il faut que j'arrive déjà à ce statut. Donc, discussion, ça vient de discuter, n'est-ce pas? Et vous qui êtes à l'ENS, je suppose que vous avez déjà travaillé le texte argumentatif, n'est-ce pas? Vous avez travaillé l'argumentation. Et vous savez qu'en général, là aussi, nous avons 3 grandes sortes d'argumentation. La première sorte d'argumentation qui consiste à persuader, la deuxième qui consiste à convaincre, et puis la troisième qui consiste à délibérer. Et dans la discussion, nous sommes dans la délibération. Vous délibérez, c'est-à-dire vous pesez le pour et le contre. Nous sommes plus ou moins objectifs. Bien, persuader, convaincre et délibérer,
ce sont des stratégies argumentatives. Et puisque ce sont des stratégies, elles ne reposent pas sur les mêmes ambitions. Pourquoi est-ce que j'essaie de le persuader? J'essaie de le persuader parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire vibrer sa fibre sentimentale. À chaque fois que vous persuadez, vous utilisez l'affect, la sensibilité. À chaque fois que vous voulez convaincre, vous vous adressez à son intellect, c'est-à-dire à son intelligence, à sa raison. Donc, vous voyez, les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. Donc, discuter, nous sommes dans la délibération qui consiste à peser le pour et le contre. Bien, le thème 1, le métier d'enseignant. Rien de plus. N'oubliez pas, j'ai dit plus ou moins précis, plus ou moins délimité. J'aurais pu mettre tout simplement le métier. Mais puisque nous sommes dans un contexte particulier que celui de l'ENS, je préfère ajouter d'enseignant. Ce n'est pas encore très précis, ce n'est pas encore très délimité, mais il y a une première précision, une première délimitation. Le métier d'enseignant, donc le domaine de réflexion. Deuxième thème, ça s'y prête aussi. J'aurais pu dire le manuel, j'aurais pu dire le manuel scolaire, mais finalement, j'ai préféré dire le manuel scolaire algérien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous précisez, eh bien, vous contextualisez davantage. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quel pays, il s'agit tout simplement de l'Algérie. Donc, c'est par rapport à ce cadre-là contraignant que je vais travailler. Troisième thème, pourquoi pas l'enseignement à distance. Vous voyez, l'enseignement à distance. Et puis le quatrième thème, l'enseignement mixte, hybride. D'accord? C'est bon. 4 thèmes, ce sont des exemples. Ça reste ouvert. C'est-à-dire que finalement, vous avez besoin de rédiger un mémoire. Pour le mémoire, vous avez besoin d'un thème. Mais les thèmes, vous les retrouvez n'importe où. Vous voyez, ça c'est le thème. Je les ai numérotés parce qu'on va travailler davantage. Bon, maintenant, je vais passer au sujet. Tout à l'heure, nous avons dit que le thème, nous avons bien dit que le thème est un sujet de discussion. Bien, j'avance. Et à chaque fois que vous avancez, à chaque fois que vous développez, vous apportez une information complémentaire, une information nouvelle. Pourquoi est-ce que je parle d'informations complémentaires et d'informations nouvelles? Parce que des gens, lorsque vous voyez le volume global, ils ont écrit 80 pages. Mais si vous essayez de revenir à l'essentiel, vous allez dire qu'il y a une dizaine de pages. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces personnes n'ont fait que tourner en rond. Elles n'ont fait que stagner. Il n'y a pas eu de progression thématique. Il n'y a pas eu de progression thématique.